Alors, bonjour à tout le monde. Je me présente rapidement, Jean-Michel Cronier. Je suis référent géopolitique de l'association professeur d'histoire-géographie Les Clionotes. Je suis très heureux de vous présenter Pierre Haroche. Pierre Haroche, maître de conférence à l'Université catholique de Lille et chercheur associé défense à l'Institut Jacques Delors. Et surtout, Pierre Haroche est l'auteur d'un livre absolument vivifiant, très intéressant, très bien écrit, très facile à lire. Vraiment une mine, le voilà, une mine de 2024 en géopolitique, hein, dans la forge du monde, comment le choc des puissances façonne l'Europe aux éditions Fayard. Alors, je tiens d'abord à vous remercier, Pierre, d'avoir accepté cette invitation de l'Association des professeurs d'histoire-géographie Les Clionotes. Un petit rappel toujours, notre appellation, elle intrigue parfois parce que Clionote, bah, c'est en fait un peu le lien entre l'Internet grand public, qui est la naissance du web il y a 25 ans à peu près, et la Muse Clio, qui est notre muse à nous, historiens, géographes, hein, dans l'éducation. Voilà. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler de numérique, il s'agit surtout de parler de géopolitique, je dirais même de géohistoire, et c'est de ça qu'on voudrait s'entretenir avec vous. Pourquoi une conférence de ce type avec des professeurs, des enseignants d'histoire-géographie ou des passionnés d'histoire-géographie? Je pense qu'il faut préciser une chose. Vous intervenez souvent, Pierre, dans les débats actuels. On vous voit sur les médias, hein. Vous êtes invité pour parler du devenir de l'Europe après ce tournant brutal imposé par l'administration Trump, hein. Vos éclairages publics portent sur ce que seraient les caractéristiques d'une Europe puissance, comment elle doit se réaffirmer face à l'appétit, les velléités de prédation des empires. Le titre de votre livre, évidemment, en fait le constat, mais à mon avis, ce constat ne se limite pas à ce qu'elle subit, l'Europe actuellement. Il fait le lien, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné dans votre livre, parce que c'est vraiment une thèse originale. Il fait le lien entre ses limites actuelles, ses difficultés, et la façon dont, depuis le XVIe siècle, elle a elle-même forgé le monde dont nous sommes issus. Alors évidemment, là, on est partant pour vous entendre là-dessus. Alors, j'ai juste un petit point à rajouter. J'ai apprécié énormément votre style, aussi clair, incisif. Vous avez l'art de trouver des formules extrêmement parlantes. Quand vous évoquez, par exemple, les trois phases de l'histoire de l'Europe, bon, vous avez en gros votre bouquin divisé en trois phases, en trois parties, hein. La première partie, vous l'appelez humiliante. La deuxième partie, vous l'appelez humiliée, celle qui commence au milieu du XXe siècle, qui se traduit par la perte de pouvoir de l'Europe, hein. Et puis, vous appelez à une Europe humble pour cette troisième partie, celle qui est à l'heure actuelle en façonnement, hein. Voilà. Donc, voilà tout ce que je pourrais dire pour la présentation. Oui, je vous en prie. Très bien, écoutez, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, je suis très heureux d'être parmi vous. Et effectivement, ça me fait plaisir de discuter ça avec des historiens et des passionnés d'histoire, comme vous dites, parce que effectivement, au début, c'était un livre qui se voulait très axé sur l'actualité, l'évolution actuelle des relations internationales et de la compétition de puissance. Et c'est en fait assez progressivement que, à force de chercher les racines de la situation actuelle, ou en tout cas de la mise en perspective de la situation actuelle, c'est devenu, j'aimerais le considérer, aussi bien un livre d'histoire qu'un livre d'actualité. Donc ça me fait plaisir d'en discuter avec vous. Euh, vous dites que effectivement, il s'agit de dépasser le simple constat de l'Europe déterminée par le monde, façonnée par le monde aujourd'hui pour remettre en perspective avec une époque où l'Europe faisait le monde. D'une certaine manière, pour en parler à des historiens, je dirais que c'est aussi une façon de s'inscrire dans une approche d'histoire mondiale, c'est-à-dire se demander si comment l'Europe et le monde peuvent être considérés comme deux entités face à face, d'une certaine manière, qui se sont co-construites. Euh, et par exemple, sur la notion de monde, bien entendu, c'est pas une thèse originale de dire que les Européens ont joué un rôle très important dans la mondialisation, dans l'interconnexion du monde. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir à quel point c'était aussi les propriétés de l'Europe, c'est-à-dire en particulier son côté
très divisé, très segmenté, marqué par une très grande compétition militaire interne, qui a été peut-être un des aspects importants de l'originalité de l'Europe à un moment donné. Ce sont ces caractéristiques internes du système européen qui ont été le moteur de cette expansion européenne, de cette expansion par les voyages, le commerce, mais aussi bien sûr la guerre, la colonisation, et qui ont été les moteurs des capacités technologiques des Européens à s'étendre dans le reste du monde, alors même que, comme on le résume parfois en sciences sociales, ça peut être considéré comme un- ça peut être considéré comme quelque chose d'étonnant dans la mesure où, au départ, en tout cas à la fin du Moyen Âge, l'Europe n'était ni la région la plus démographiquement la plus importante, ni la plus avancée, ni la plus riche, ni la plus puissante, ni militairement la plus puissante. Et donc, voilà, ce côté très, très compétitif de l'Europe est très symptomatique du système européen, a été un moteur de son avancée technologique et aussi de son ambition, parce que la colonisation, ça a été beaucoup faire un détour par le monde pour mieux entrer en concurrence avec d'autres puissances européennes, hein. L'Espagne contre le Portugal, les Pays-Bas, les Provinces-Unies contre l'Espagne, la France contre l'Angleterre, l'Allemagne contre l'Angleterre. Donc, d'une certaine manière, ce qui m'a fasciné dans cette histoire, c'est à quel point ce sont les caractéristiques intrinsèques du système européen qui ont fait son mouvement vers le monde et, in fine, qui ont construit la mondialisation. Et que d'une certaine manière, si on va au bout de cette idée, la mondialisation serait un produit finalement des caractéristiques de la civilisation européenne au sens brodélien, c'est-à-dire de ces grandes structures, quoi. Et à partir du XXe siècle, on a un mouvement tout à fait inverse. C'est-à-dire que c'est les, le rabaissement de l'Europe, l'Europe qui ramenée à sa place, remise à sa place par le monde, aussi bien par les superpuissances et la décolonisation, et parfois même par l'alliance entre les superpuissances et la décolonisation, ce que j'appelle parfois la révolution mondiale contre l'empire européen. Eh bien, cette façon dont le monde a remis l'Europe à sa place a joué un rôle très important dans une nouvelle phase de l'histoire européenne qui a été qu'elle s'est définie plus simplement par la division et la compétition interne, mais au moins en partie par des expériences d'intégration et d'unification. Et donc là, on voit une espèce de ruse de l'histoire où ça n'est plus, euh, ça ne sont plus les caractéristiques propres d'une singularité de l'espace européen qui font le monde et qui unifient la planète. C'est au contraire la reprise en main par le monde, la domination de l'Europe par le monde, ou le rabaissement de l'Europe par le monde, qui transforme l'Europe. Et c'est ce que j'appelle l'Europe subordonnée, d'une certaine manière. Et la dernière étape, qui est celle dans laquelle nous vivons, et je pense qu'effectivement, depuis l'inauguration de Donald Trump, on est en plein dedans, c'est ce que j'appelle l'Europe provinciale, c'est-à-dire le fait que non seulement l'Europe n'est plus un acteur dominant, mais elle n'est même plus l'arène principale, parce que finalement, pendant la guerre froide, sans être l'acteur dominant, l'Europe restait le théâtre principal, l'endroit que les super grands devaient contrôler pour euh, maintenir leur pouvoir mondial. Et c'est ça, et ça a donné une sorte de privilège aux Européens, qui était que, étant la région stratégiquement la plus importante, eh bien, ils pouvaient compter sur les efforts de toutes les grandes puissances, et en particulier des États-Unis, bien entendu, pour se mettre au service de la sécurité européenne ou pour investir dans la sécurité européenne. Et c'est ça qui, évidemment, a basculé progressivement au XXIe siècle, avec le fait que, aussi bien d'un point de vue économique, technologique et militaire, le théâtre asiatique est devenu plus important. Et, et même, on le voit avec l'administration Trump, euh, il est plus important de verrouiller l'hémisphère occidental, comme disent parfois les Américains, et de le protéger vis-à-vis du grand compétiteur chinois, que de s'investir dans la sécurité européenne, qui est vue plutôt comme un repoussoir dont il faudrait se libérer pour retrouver des marges de manœuvre dans d'autres régions. Et
d'une certaine manière, ce que je dis, c'est que cette deuxième étape du rabaissement de l'Europe est peut-être aussi une deuxième étape euh, de son intégration. C'est-à-dire que dans les années 50, il y a eu un projet d'intégration européenne qui a été rendu possible par la, par le rabaissement de l'Europe dans la guerre froide et dans la décolonisation. Mais il y avait un seul domaine, finalement, où ça ne s'est pas fait. Je parle beaucoup d'ailleurs de l'expérience avortée de la communauté européenne de défense des années 50. C'est la défense, parce que la défense, les Européens, d'une certaine manière, avaient le luxe de transférer cette responsabilité aux Américains. Et ça, c'est ça évidemment qui est remis en question. Donc voilà, j'ai un petit panorama général, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, j'ai trouvé que le plus intéressant de simplement s'arrêter à un constat actuel, c'était intéressant de se dire qu'il y avait une sorte de pièce de théâtre transhistorique qui se jouait sur 5-6 siècles, dans laquelle il y avait une sorte d'inversion des rôles entre l'Europe et le monde. Le monde a été en grande partie façonné par les Européens, aussi bien en termes matériels qu'en termes de mentalité. Je m'intéresse aussi à la façon dont, je pense, l'anticolonialisme, dès le début du XXe siècle, devient peut-être la première grande idéologie mondiale. Euh, et effectivement, à l'inverse, comment l'évolution du monde transforme la civilisation européenne, parce que de cet espace marqué principalement par la compétition interne, on en arrive à un espace qui se pose de plus en plus la question de son unité et de son autonomie. Oui, j'aimerais, alors, peut-être pour peut-être le travers de l'historien revenir au passé pour réexpliquer le présent, le comprendre. Moi, il y a un paradoxe qui m'a intéressé, c'est que là, vous êtes en train de nous dire finalement avec beaucoup d'optimisme que la situation actuelle, qui par bien des égards est très très inquiétante, sidérante, on emploie le mot de sidération beaucoup, période dans laquelle on peut dire qu'on a l'histoire est passée, qu'on a raté le train, etc. Et en fait, donc de l'optimisme, peut-être que de là va sortir quelque chose de positif pour l'Europe. Mais au XVIe siècle, on a un peu la même chose finalement, parce qu'au XVIe siècle, on a une espèce de, on a comment dire un groupe de petits États occidentaux qui sont à la périphérie de de la grande péninsule, enfin, de ce grand continent asiatique, ce continent asiatique, on a des petits pays qui, en fait, on ne voit pas se lancer dans un développement mondial et qui vont partir dans cette quête, aller découvrir des pays. On pense au Portugal, 3 millions d'habitants à l'époque, c'est incroyable. Je veux dire, quand on réfléchit, c'est vertigineux. Et en même temps, on a la Chine qui, 50 ans avant, se lance dans une expédition monumentale, dans cette expédition avec l'amiral Zinguet. On connaît bien cette histoire maintenant. Et on peut se dire, mais il y a eu une espèce de chance européenne là qui a été incroyable, quoi. La Chine aurait très bien pu ramasser la mise. Mhm. Oui, alors c'est pour ça que je vous disais, il y a deux questions. Il y a la capacité et la motivation. Et grosso modo, les travaux sur lesquels je m'appuie et puis la conclusion que j'en tire, c'est que finalement, l'espace compétitif européen a été décisif là-dedans. C'est-à-dire que, typiquement, vous prenez l'exemple du Portugal. euh, un cas intéressant qui a été montré par les historiens, c'est que les Portugais cherchaient au départ un contournement des voies bloquées par les Turcs. Voire même, ils cherchaient la découverte mythique du prêtre Jean, qui était ce mythe d'un très Royaume puissant chrétien. prince chrétien qui aurait été de l'autre côté des territoires musulmans et qui aurait permis aux chrétiens de faire une alliance de revers. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a un mécanisme un petit peu, qu'on pourrait dire, pour le simplifier, un peu darwinien, qui est que souvent c'est de la contrainte, de l'obstacle et de la compétition que naît une recherche d'une solution alternative. Après, moi, je ne cherche pas non plus à faire un jugement de valeur en disant c'était une chance, c'était formidable. Bon, parce qu'on sait que il s'est passé des choses bien, il s'est passé des choses pas bien.
Est-ce que les Européens auraient été plus heureux s'ils étaient restés dans leur région au lieu de conquérir le monde? J'en sais rien et je ne suis pas là vraiment pour juger de ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cet élan, effectivement, comme vous dites, de petits pays comme le Portugal ou les Provinces-Unies, qui sont des fourmis à côté de la Chine à cette époque, ça tient à cet environnement très compétitif où, eh bien, il y a une incitation énorme à trouver, d'une part, des perspectives commerciales pour contourner des blocages, pour éviter que ce soit votre adversaire qui empoche la mise d'un point de vue commercial. Typiquement, c'était le cas des Provinces-Unies. Les Provinces-Unies, Clairement. leur objectif, au départ, c'était simplement d'être indépendantes vis-à-vis des Espagnols. Et puis, bah, de proche en proche, indépendant vis-à-vis des Espagnols, ça veut dire empêcher que les Espagnols aient de l'argent pour financer la guerre. C'est un peu la logique des sanctions qu'on a vis-à-vis de la Russie, hein. On remonte un petit peu la- on remonte un petit peu l'échelle de la machine de guerre. Et donc, ça veut dire couler des bateaux espagnols et portugais qui apportent des ressources à l'Espagne. Ça veut dire ensuite essayer de leur piquer des routes commerciales, en établir des concurrentes. Et de proche en proche, c'est comme ça qu'un tout petit pays est devenu une puissance coloniale et que jusqu'en 1949, ils étaient le colonisateur de l'Indonésie. Bon. Donc, il y a ce... et même d'un point de vue technologique, là aussi, euh, alors qu'il y a des historiens des armes à feu, par exemple, qui montrent de façon très intéressante que la poudre à canon, les armes à feu, même les premières utilisations massives des armes à feu, ça a été d'abord la Chine, c'est très clair. Euh, Même le mythe selon lequel les Chinois n'ont fait que du feu d'artifice, c'est tout à fait faux. Les Chinois ont sophistiqué les armes à feu et ils ont été les premiers à les utiliser de façon massive. Mais l'environnement compétitif européen, finalement, là encore, un peu d'un point de vue darwinien, a mis une pression à l'innovation technologique beaucoup plus durable, qui fait qu'au bout d'un moment, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait un décrochage entre ce qui se faisait en Europe et ce qui continuait à se faire en Chine ou d'ailleurs au Japon, hein, où pour les mêmes raisons, du fait d'une sorte de pacification, eh bien, il y a eu un décrochage de l'innovation technologique. Donc, tout ça revient à quelque chose qui est finalement assez intuitif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a été la particularité de l'Europe? Bah, ça a été d'être un espace très compétitif, alors que finalement, dans le reste du monde, soit il y avait des espaces dans lesquels il y avait une pluralité d'États, mais séparés les uns des autres, sans grande compétition territoriale entre eux, soit eh bien, il y avait une compétition active, mais qui finissait par une forme d'unification, d'hégémonie, un impérial. Et voilà, la particularité de l'Europe, ça a été ça. Ça a été d'être, je dis à un moment, ça a été un peu d'être la bouche à feu du monde, quoi. C'est pour ça que pendant très longtemps, la grande particularité des Européens, bah, c'est ceux qui font plus la guerre que les autres. Ça paraît un petit peu contre-intuitif aujourd'hui, où on a l'impression que dans le temps présent, c'est peut-être même l'inverse, mais pendant très longtemps, c'était ça l'idée. Y compris d'un point de vue moral et négatif, parfois. C'est-à-dire, c'était des fous furieux. Même les Américains, finalement, qui étaient d'origine européenne, lorsqu'ils euh, essayaient de de lister un petit peu la différence de valeur entre ce que eux essayaient de développer en Amérique et ce qu'avaient fait les Européens. Parfois, ils disaient, le, les discours dans le style de Washington, c'est de dire les Européens sont englués dans des guerres permanentes meurtrières. Nous, on a essayé de faire un monde un peu différent de ça, quand même. Oui, oui. D'ailleurs, ça a eu des conséquences. C'est assez marrant parce que parler de ça, ça a eu des conséquences sur la géopolitique américaine pendant longtemps, parce qu'il a fallu attendre quasiment la fin du 19e siècle avec l'amiral Mahan pour voir réapparaître une stratégie de conquête maritime des États-Unis, alors qu'avant, il s'agissait de se préserver justement des attitudes britanniques, françaises, etc. Je voudrais d'ailleurs, je trouve dans votre travail, la question de la violence est quand même très présente, effectivement. C'est bien de rappeler qu'aujourd'hui, on est plutôt les moutons, enfin les herbivores, comme disait le président Macron, dans un monde de carnivores, alors qu'en fait, ce qu'on a été pendant 4 siècles, c'était exactement le contraire. Je voudrais revenir sur votre couverture de livre. Bon, il y a des choix éditoriaux qui sont souvent les choix des éditeurs, mais enfin, une couverture qui est quand même assez puissante. Et puis le mot forge.
c'est quand même quelque chose, quoi. Là, Ouais, alors vraiment, ça le c'est. feu, la forge, Ouais, cette espèce de rougeoiement, on le ressent physiquement. Et puis, on pense même, alors évidemment, on pense à Vulcain, ouais, les armes de Zeus, mais bon, les armes de Jupiter, mais on pense ouais. aussi à l'arme atomique, on pense aussi à toutes ces choses-là, quoi. C'est quand même incroyable. Alors, bon, Sacré choix. je sais pas si on le voit très bien parce que du coup ça le Ouais, floute ouais, ouais, vous êtes avec à mon peu près. système. Ouais, voilà. Mais grosso modo, effectivement, la couverture, c'est une sorte de planète dans laquelle l'Europe apparaît comme une sorte de métal en fusion qui rougeoie et qui brille. Euh, Justement, pour moi, l'idée de la forge du monde, c'est qu'il devait y avoir une histoire de violence parce que, in fine, c'est des questions de compétition de puissance qui sont à l'œuvre. Et en même temps, c'était aussi une question d'influence, de façonnage, de forgeage. C'est-à-dire que euh, c'était une façon de prendre un peu le contre-pied d'une image un petit peu intuitive selon laquelle finalement les pays ou les civilisations sont ce qu'elles veulent être. Et là, je voulais un peu renverser la perspective en disant, ben, on est peut-être parfois plus déterminé par l'extérieur que par soi-même, que par ses propres idées, que par ses propres intentions, que par ses propres objectifs. Donc, je voulais qu'on se représente un peu l'Europe ben, façonnée par les chocs, les pressions, les agressions ou les prises de distance eh bien, des acteurs extérieurs. Et finalement, l'Europe d'aujourd'hui comme le résultat un peu chaotique de la compétition de puissance mondiale. Donc ça, c'était Oui, une façon de plus d'exprimer, moins d'exprimer ce qui s'était passé au 16e ou à l'époque moderne, disons, mais plus d'exprimer ce qu'était devenu maintenant le rapport entre le monde et l'Europe, c'est-à-dire un monde qui façonne l'Europe. Et je pense que là, effectivement, c'est vraiment ça la logique depuis le XXe siècle, et ça s'est encore relancé dans la séquence dans laquelle nous sommes en ce moment, où le- l'Europe est en train de se transformer en réponse, pour le dire simplement, à Trump, Poutine et Xi Jinping, quoi. C'est dans ces trois dimensions, c'est c'est vraiment ça qui sont les moteurs de l'évolution de l'Europe. vous parlez de forge, vous parlez de façonner également. Les mots sont proches sur le plan d'écriture. Euh, L'Europe, pour revenir toujours à l'histoire, l'Europe n'a-t-elle pas été façonnée elle-même déjà par ses conquêtes? Oui, alors ça me donne l'occasion de parler d'un point, c'est que justement, je me suis posé aussi la question, d'une façon, d'un point de vue historique, de l'historicité de la notion d'Europe. Le mot Europe, on sait bien qu'il est très ancien, mais en revanche, les Européens, les gens vivant dans cette région que nous considérons comme l'Europe, n'ont pas toujours considéré qu'ils étaient des Européens. Euh, je me suis intéressé à la façon dont les Européens parlaient d'eux-mêmes au Moyen Âge, et c'est très clair que l'Europe pour eux est plus une expression géographique parmi d'autres, un peu comme on dit l'Asie, l'Europe, bon, l'Afrique, mais c'est pas forcément vu comme une communauté. Un mot qui est beaucoup plus investi d'une idée de communauté à ce moment-là, c'est la chrétienté. Euh, Par exemple, il s'agit de croisades, on parle de chrétienté, et d'ailleurs les frontières de la chrétienté ne correspondent pas forcément à celles de l'Europe, puisque justement toute la logique des croisades, c'est d'établir un lien fort entre les chrétiens d'Occident, les chrétiens d'Orient, et ça traverse tout à fait les frontières de l'Europe. Le moment où la notion d'Europe commence à voir le jour. Alors, c'est pas d'abord des conquêtes, mais c'est d'abord des conquêtes, pas d'abord des conquêtes européennes, mais d'abord des conquêtes extérieures. C'est la prise de Constantinople de 1453. Parce que c'est à ce moment-là que, d'une certaine manière, des gens commencent à théoriser, notamment le pape Pie II, que la chrétienté en est réduite à l'Europe. Voilà. Mais à ce moment-là, effectivement, la notion d'Europe est vue comme une sorte de notion secondaire rattachée à la notion de chrétienté. Et le moment où, je pense, la notion d'Europe s'autonomise et prend vraiment de son ampleur, eh bien, c'est ce que les Européens appellent les grandes découvertes ou les conquêtes ou la confrontation avec le reste du monde. Et ça, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire que l'Europe a commencé à se penser comme une civilisation, une entité
un groupe humain à part à travers ce mouvement de l'Europe impériale. Donc c'est pour ça que c'est pas évident non plus de considérer la permanence de l'identité européenne. C'est pour ça aussi que moi j'ai tendance à découper ça en disant finalement il y a eu trois Europes, parce que euh, l'identité européenne s'est fondée sur des bases qui sont plus du tout actuelles. Aujourd'hui, si on veut penser l'identité européenne, on peut penser à plein de choses contradictoires, mais on ne va pas penser à la position impériale d'une Europe conquérante. Mais ça a été comme ça que ça a commencé à se présenter. Par exemple, je suis allé voir des choses aussi simples que l'article Europe dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, hein, ou les discours sur l'Europe de Montesquieu, qui sont très emblématiques d'une approche à la fois impériale, coloniale et voire même parfois raciste, c'est-à-dire insistant aussi sur une distinction un peu ethnico-raciale des Européens vis-à-vis des autres. Voilà, donc c'est clair que c'est dans le rapport aux autres que l'Europe a commencé à se définir, à se donner une identité. Et il y a aussi un autre phénomène que je trouve intéressant, c'est comment parfois c'est le discours des autres qui identifie le plus clairement l'Europe, que les Européens parfois ne voient pas parce qu'ils sont le nez collé au guidon, comme on dit vulgairement. Euh, et ce qui m'a frappé, c'est que par exemple, souvent le discours anti-colonisateur est le premier à promouvoir la notion d'Europe. Ce qui n'est pas forcément intuitif parce que les colonisateurs, finalement, c'était pas, d'un point de vue politique, a priori, l'Europe en tant que telle. C'était l'Empire britannique, l'Empire français, etc. Mais si vous lisez Fanon, Césaire, vous voyez, ça parle d'Europe à toutes les lignes. Et pratiquement pas de France, d'ailleurs. Et ça rejoint une réalité aussi assez claire dans le monde colonial où il y a une différence très forte et marquée entre les Européens et les autres. Donc, voilà, il y a quelque chose aussi dans la façon dont l'Europe s'est définie à travers ces trois identités et d'abord par l'identité impériale. Donc, effectivement, c'est une co-construction ou c'est une construction de l'un par rapport à l'autre. Je pense aussi, ça me fait penser à l'histoire globale, l'histoire connectée, cette histoire qui finalement dit une chose qui nous trouble, nous Européens, enfin, moins maintenant, évidemment, à notre époque, mais enfin, je pense par exemple à ces Portugais qui arrivent à Batavia et qui sont reçus par un raja malais dans une mosquée. Parce qu'on ne sait pas comment caractériser ces gens-là. Ils viennent de l'Ouest, donc ce sont certainement des musulmans. On les colle dans une mosquée. On a le même phénomène avec la Chine, avec Tomesh qui débarque à Goa, excusez-moi, qui débarque à Macao, je crois, et qui est pareil, on comprend pour un musulman. Donc, on a envie de se dire, même à cette époque-là, l'Europe, qu'est-ce que c'est? Hein, nous, on parlait de grandes découvertes quand on était jeune et qu'on apprenait l'histoire, de cette importance, ce façonnement du monde. Et là, on nous rappelle quand même qu'il y a un façonnement réciproque, en quelque sorte. Mhm. Mhm. Et d'ailleurs, un exemple tout à fait enfin, équivalent à celui que vous avez cité, je crois Vasco de Gama, lorsqu'il arrive en Inde, eh bien, les seuls qui savent parler portugais là-bas, ce sont des marchands musulmans. Donc là aussi, on le Bien met un sûr. petit peu dans la même catégorie parce que, mais c'était d'ailleurs aussi la logique, c'est-à-dire que précisément les Portugais essayaient de contourner cet intermédiaire musulman qu'il y avait entre l'Europe et les Indes. Donc, c'était assez logique que finalement, les seuls qui, à cette époque, étaient capables de faire le lien entre les Européens et l'Inde, eh ben, en fait, c'était des marchands musulmans. Ouais. Je voudrais avant de vous interroger plus avant, je voudrais rappeler à nos amis auditeurs qu'ils peuvent intervenir. Alors, j'ai coupé les micros pour des raisons de bruit, hein, parce que Pierre est déjà dans une salle publique, on entend donc des voix un petit peu. Ça peut être gênant après pour l'enregistrement. Mais si vous voulez intervenir, vous pouvez il y a un chat, hein, vous pouvez marquer et on vous répondra et on utilisera vos questions. Sinon, en fin de parcours, vers 19h30, on pourra vous écouter en direct, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, c'était pour rappeler. Euh, il y a quelque chose aussi qui m'interpelle énormément avec votre livre en tant que professeur d'histoire, c'est que en tant qu'enseignant, en tant que citoyen aussi, on a souvent été confronté à l'idée d'une punition de l'Europe.
sorte de punition. J'emploie le terme est fort, mais une punition qui serait en quelque sorte une revanche légitime des anciens dominés, les colonies, hein, les anciennes colonies, l'Afrique, l'Asie, etc., Mm. ou les empires humiliés. La Chine n'arrête Mm. pas de rappeler qu'elle a été humiliée par les Européens, qu'elle prend sa revanche. Ça ressort notamment dans les documents de stratégie militaire, etc. La Turquie, on pourrait dire aussi, des formes d'humiliation. Hein. On ne peut pas oublier que c'est quand même à la suite du traité de Versailles que l'on règle le compte de la Turquie et qu'au départ, le premier traité, celui de Sèvres, consacre une Turquie essentiellement ethnique, enfin une Turquie turque, hein, avec la perte du monde arabe, mais également des territoires qui étaient attribués aux Arméniens, aux Assyriens, etc., aux Grecs, et que les Turcs refusent, hein, de toute façon, traité de Sèvres, traité de Trianon. Donc on a là quelque chose de l'humiliation. Mm. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Qu'est-ce Mm. que c'est que cette histoire? Alors, C'est vraiment je, légitime? je pense que ça joue, mais peut-être pas d'une façon aussi claire que ce qu'on pense, ou en tout cas ce que vous présentez là. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a une conscience assez forte des peuples anciennement colonisés, et que c'est une des raisons pour laquelle des notions comme les notions de Sud global continuent à faire écho dans beaucoup de pays, en se disant on a un vécu commun, on a une histoire commune, on a des références communes. Et on a eu, d'une certaine manière, on a eu à lutter contre des phénomènes qui sont semblables. Je crois même que le Premier ministre indien Modi, à un moment, en caractérisant le mouvement des BRICS, a parlé aussi de cette expérience commune qu'il pouvait y avoir de la colonisation pour beaucoup de pays. Bon. Donc, c'est quelque chose qui est toujours là. Et évidemment, les Européens doivent en être conscients. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas que les Européens qui ont fait de la conquête, des massacres ou même de l'esclavage, mais il n'en reste pas moins que ceux qui l'ont fait à l'échelle mondiale, ceux dont les actions restent imprimées dans la mémoire des peuples, bah, ce sont d'abord les Européens. Et donc ça, il faut faire avec. On peut pas faire comme si c'était, comme si ça n'avait pas lieu d'être rappelé. Mais en même temps, je suis pas sûr non plus que la revanche soit le principal moteur du comportement des peuples du monde. Pour vous prendre un exemple, vous dites la Chine qui a théorisé un petit peu cette notion de siècle des humiliations, bon, qui est une notion très politique, hein, Mhm. mais aujourd'hui, la Chine, son problème, c'est pas les Européens, c'est les Américains. C'est-à-dire que les peuples peuvent s'appuyer de temps en temps sur cette mémoire, mais ça ne veut pas dire qu'ils vivent dans le passé. Le problème de la Chine aujourd'hui, c'est la puissance américaine, et ça n'a rien à voir avec la question de la colonisation passée. Ça a à voir avec la compétition de puissance dans tout ce qui est la pragmatique de matériel dans le temps présent. Pour vous prendre un autre exemple inverse, un pays qui met beaucoup en avant la mémoire de la colonisation et l'idée de revanche, c'est la Russie. Il y a des grands discours de Vladimir Poutine qui essaye de réécrire l'histoire en présentant quasiment la Russie comme un pays qui a toujours été du côté des colonisés pour résister aux impérialistes européens depuis le Moyen Âge, alors que historiquement, la Russie a été du côté de l'Europe, de la colonisation jusqu'au bout. Bon. Euh, une, euh, je- une guerre même assez célèbre dans l'histoire du rapport entre colonisés et colonisateurs, qui est la guerre russo-japonaise de 1905, qui a été célébrée d'ailleurs par beaucoup de peuples colonisés ou de figures qui sont devenues des grandes figures du XXe siècle, comme Sun Yat-sen, Nehru, Gandhi. Bon, bah, les Russes, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Ils essayaient de coloniser la Mandchourie contre les Japonais, bon, qui voulaient leur part du gâteau comme tout le monde. Donc, Oui, je pense que ça, si vous voulez, ça se c'est quand même. ce que je veux Pardon, dire, c'est que... excusez-moi, Pierre. Non, 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 mais c'est juste pour conclure. Je pense que ça reste une référence, mais ça ne veut pas dire que les actions contemporaines du temps présent sont simplement la conséquence directe des rapports de force du passé. C'est en fait aussi des images, des discours, des idées qui sont remises à la sauce de confrontation et de rapports de force contemporains. Donc je ne pense pas que le monde entier aujourd'hui
soit dans une revanche à l'égard de l'Europe. En revanche, c'est sûr que c'est un discours qui parle à beaucoup de gens dans le monde et c'est peut-être historiquement la première grande idéologie mondiale pour une raison toute simple, c'est que, eh bien, comme c'est les Européens qui ont unifié le monde, la première chose que beaucoup de régions du monde ont eu en commun, c'est de connaître la domination européenne Et de vouloir en faire et de la vouloir s'en détruire en quelque sortir. Et sorte. de vouloir en On vient sortir. d'apprendre, je crois que c'est Absolument. d'hier, que trois pays du Sahel, ancienne colonie française, qui viennent de sortir de l'association de la francophonie. Je crois que c'est le Mali, le Mali, Niger et Burkina Faso. Donc on a l'impression quand même, on est toujours un peu dans une forme de punition ou de revanche quand Mm. même. Alors, ça, De ouais, même que l'Algérie, avec ce qui se passe à l'heure actuelle en Algérie, quand on prend un peu de recul, on se dit quand même, on est dans quelque chose qui est toujours de ce lien absolument toxique, presque toxique, qui est entretenu. Alors, et en tant que géopoliticien, j'ai envie de vous dire, les représentations, c'est super costaud quand même. On est dans quelque chose, on a beau dire que c'est subjectif, on a beau dire que c'est fabriqué, ça devient une réalité. non, non, tout à fait. Mais je pense que je pense qu'il y a des cas où il y a un écho entre des tensions actuelles et l'héritage de la colonisation, mais que c'est pas simplement un décalque. Pour vous prendre un autre exemple, l'Inde. S'il y a bien un pays qui s'est construit dans la lutte contre la colonisation, c'est bien l'Inde. Et aujourd'hui, la politique de l'Inde, c'est pas une politique anti-européenne ou anti-britannique. Ben, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est même d'ailleurs un pays qui est plutôt favorable à une implication européenne dans sa région, à une coopération avec les Européens. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est des questions qui peuvent être remises à l'ordre du jour, réactivées, mais qui passent quand même par le filtre de considération pragmatique d'aujourd'hui. C'est pas simplement le poids du passé. Donc, il y a les deux. Et je pense que, effectivement, dans le cas dans le cas du Sahel, ça a été très clair. Il y avait vraiment là une convergence entre la mémoire et la situation présente. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je pense que c'était une bonne chose qu'au bout d'un moment, les Français retirent leur présence militaire parce qu'elle était tellement chargée de de cette impopularité et de ce souvenir que ça devenait très contre-productif. Voilà. Gagner la guerre, perdre la paix au Sahel, peut-être. C'était ça aussi. C'était ça aussi, peut-être, qui montrait l'impuissance de cette relation, qui était une relation historique, mais une relation qui n'est plus à l'ordre du jour. Mhm. Et je pense que j'enfonce encore le clou, mais euh, je pensais aussi à ce mépris affiché du vice-président J.D. Vance lors de la conférence sur la sécurité de Munich, où il a eu un discours qui n'avait strictement rien à voir avec le lieu, ni les raisons de cette réunion annuelle, mais qui était vraiment un discours vis-à-vis des Européens, qui était un discours de mépris. Hein. Alors, je passe sur les aspects politiques, sur les choix politiques, mais il y avait derrière tout ça, il y avait quand même une leçon qui était faite encore aux Européens. J'ai entendu récemment enfin j'ai lu le discours qui était traduit par le Grand Continent de l'émissaire au Proche-Orient de Trump, dont j'ai oublié le nom, qui est un magnat d'immobilier qui est reconverti en diplomate tous azimuts, en quelque sorte, la parole du maître. Et il a un long interview qu'il fait à Fox News, où il interviewe évidemment par Tucker Carlson. Et en fait, dans cette interview qui dure une bonne heure, il ne dit que deux mots sur l'Europe. C'est vraiment l'Europe n'existe plus. Quoi. On a vraiment l'impression que on est sorti complètement du champ. Ce que vous disiez tout à l'heure, on était encore le lieu de la confrontation. On ne l'est plus. Quoi. On Mhm. n'est clairement plus. Ouais. Et ça, je pense que c'est intéressant de se dire que c'est terminé, mais que ça n'a pas toujours existé. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est un peu une parenthèse. J'étudie dans le livre des débats qui sont exactement l'inverse de ceci, c'est-à-dire le moment où en 1950, les Américains commencent à se dire que il faudrait envoyer des centaines de milliers de soldats américains en permanence en Europe, ce qui était une innovation radicale par rapport à la culture américaine, qui était non seulement de certainement pas envoyer des troupes en permanence à l'autre bout du monde, mais en plus de même pas avoir d'alliance permanente en temps de paix. Donc, c'était une révolution pour la politique étrangère américaine. Et à ce moment-là,
eh bien, il y a des débats au Sénat où, d'une certaine manière, on commence à inventer ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation européenne. C'est-à-dire que les Américains commencent à se dire, oui, bon, notre espace, c'est pas que l'hémisphère occidental, comme ils avaient l'habitude de le dire, c'est-à-dire les Amériques par opposition au vieux monde. Non, on a des choses fondamentales à partager avec les Européens. Et ce qui est intéressant, c'est que cet effort à la fois symbolique et identitaire, ils l'ont fait dans le sillage, bien entendu, d'une situation de rapport de force politique, c'est-à-dire la compétition avec l'Union soviétique. Et là, d'une certaine manière, les mêmes causes entraînant des effets, enfin, les causes inverses entraînant des effets inverses, les États-Unis n'ayant plus aucune raison de considérer que leur position dans le monde est déterminée par leur position en Europe, non seulement ils considèrent que c'est plus un impératif d'investir en Europe, mais ils considèrent même que c'est une entrave. Et c'est ça, je pense, la motivation principale de gens comme J.D. Vance. Ça a été d'ailleurs un peu confirmé dans les indiscrétions involontaires qui ont été faites sur le réseau Signal où des hauts responsables américains ont échangé sur leur plan de guerre contre les Houthis au Yémen. Beaucoup d'observateurs ont été frappés des remarques qui ont été faites sur l'Europe. J.D. Vance en Oui, c'est ça. particulier et le secrétaire à la défense exec disent Exactement. la seule chose qui les embête dans cette intervention militaire contre les Houthis au Yémen, c'est que ça risque d'être favorable au commerce des Européens. Et Oui. ils disent, mais Et, je déteste l'idée de faire plaisir à ces Européens qui nous exploitent. Donc, et de rappeler qu'il va falloir qu'ils paient voilà. pour l'intervention militaire. C'est assez Voilà. extraordinaire. Parce que le calcul qu'ils font, c'est que le commerce européen, il y a plus de bateaux européens qui passent par la Oui, mer c'est Rouge ça. que de bateaux américains. Donc pourquoi est-ce que ce seraient les Européens et les Américains qui s'en occuperaient? Ce qui est intéressant parce que ça fait un écho historique avec un autre grand épisode de la relation Europe-Amérique, dont je parle beaucoup dans le livre aussi, qui est la crise de Suez de 1956. Bien Et sûr. là, bien sûr, les Européens voulaient, voulaient intervenir dans la région et ce sont les Américains qui ne voulaient pas parce que ils voulaient garder des bonnes relations avec les régimes arabes de la région. Donc, Mais, voilà, ouais, ouais. je pense que c'est plus le déclassement de l'Europe qui se joue là. Alors après, il y a aussi un autre truc, mais qui est peut-être un peu plus superficiel dans les considérations qu'on a là, c'est qu'il y a aussi la tentation de forger une forme d'international populiste. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une façon de mettre en écho le rejet de l'immigration aux États-Unis avec le rejet de l'immigration en Europe, le discours sur la liberté d'expression ou une vision libertarienne américaine avec des clins d'œil aux mouvements qui ont les mêmes points de vue sur la liberté d'expression dans les réseaux sociaux ou la possibilité de tenir des discours de haine dans les réseaux sociaux, les clins d'œil à l'AfD de l'extrême droite allemande, etc. Donc je dirais qu'il y a deux choses, mais fondamentalement, d'un point de vue, si on se place au niveau historique dans lequel on était, principalement, c'est l'idée que l'Europe n'est pas une priorité. Donc, les restes de cet investissement massif des États-Unis en Europe, c'est une entrave. Ça empêche, ça empêche les États-Unis d'être libres sur d'autres théâtres, d'autres priorités qui pourraient être les leurs. Euh, vous savez, vous parlez beaucoup de l'Europe, Pierre. Donc, dans votre livre, c'est le sujet. Or, un professeur d'histoire, quand il entend parler d'Europe, il pense à Union européenne. On fait de la géographie, on parle de l'Europe, on fait de l'histoire, on parle de l'Europe, mais on parle beaucoup d'Union européenne. On travaille ses institutions, on essaie parfois aussi, je vais le dire très franchement, d'essayer de la défendre vis-à-vis de nos élèves qui se sentent soit peu concernés dans le meilleur des cas, soit franchement hostiles. C'est une expérience que j'ai vécue en tant qu'enseignant, très intéressant, qui nous obligeait à refaire nos programmes et à repartir en fait d'une question qui nous était directement posée. Mais vous en pensez quoi, vous, monsieur, de cette Union européenne, hein, qui paraît si loin des gens pour beaucoup de nos élèves. Mais justement, quelle place vous accordez à cette Union européenne dans l'Europe, dans cette Europe qui a été et puis qui peine à être, hein. Bon, voilà. Quelle est sa place hein, pour vous? Alors, bah, d'une certaine manière, moi, je l'appréhende plutôt comme un effet, c'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, c'est comment l'Union européenne, qui était l'horizon impossible pendant l'Europe impériale. Voilà, des penseurs comme, je sais pas, l'abbé de Saint-Pierre ou Emmanuel Hmm. Kant rêvaient de confédération européenne, mais Jusqu'à Victor Hugo. c'était vu comme l'utopie par excellence hein, à cette époque.
eh bien, comment il a fallu justement attendre ce rabaissement de l'Europe, de la guerre froide et de la décolonisation pour arriver à un premier pas. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment l'Union européenne est en fait le produit Mhm. du déclassement de l'Europe et de la domination. J'essaie même de montrer d'ailleurs comment, dans les premiers pas de l'intégration européenne, la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est véritablement des transactions euh, qui se font sur la base de rapports avec les États-Unis. Ce que la France a à négocier, c'est sa position d'allié des États-Unis. Ce que l'Allemagne a à négocier, c'est que les États-Unis veulent renforcer l'Allemagne dans le contexte de la guerre froide par Bien sûr. anticommunisme. Donc tout le monde, finalement, dans cette Europe, dans ces premiers pas de l'intégration européenne, on négocie à l'ombre des superpuissances, quoi. Et d'ailleurs, un autre épisode que j'aime beaucoup, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup travaillé, c'est la question de la querelle de la CED des années 50. Et ça, c'est vraiment le moment où il y a un choc idéologique entre l'Europe impériale et l'Europe subordonnée. C'est-à-dire les partisans de la France mondiale, les partisans de la France asiatique, africaine, qui doit garder une capacité de se déployer dans le monde entier, qui voit dans l'armée européenne une entrave, pour le coup, quelque chose qui essaye de la réduire à la petite Europe qui n'est pas qui est trop petite pour ses ambitions. Et puis les partisans, ceux qui ont le visage, qui ont le regard plus tourné vers la guerre froide, l'Allemagne, le rapport avec l'Allemagne, et qui eux sont prêts à considérer que ça peut avoir un sens d'intégrer l'armée française dans une armée européenne et que c'est comme ça qu'on sera plus efficace entre Européens. Et ça a été vraiment un moment de transition qui a été arbitré de façon un peu anachronique, mais on s'en rend compte a posteriori seulement, en faveur de l'Empire, en faveur Mhm. de la capacité à garder une autonomie outre-mer, même si on sait rétrospectivement que cet empire était une illusion. Empire, voilà, empire que l'on perd 10 ans plus tard, oui, voilà. Voilà, et qui était en train d'être Mhm. perdu, alors que rétrospectivement, si on avait eu une armée européenne, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des étapes qui seraient plus simples à passer, et des politiques qui seraient plus simples à mener, mais voilà, on ne l'a pas aujourd'hui et peut-être qu'on le regrette dans une certaine mesure. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment cette Union européenne, qui justement a souvent été pensée sur un mode très eurocentrique pour le coup, alors, sans parler même de la mythologie un peu des pères fondateurs, on s'intéresse beaucoup au rapport entre les Français et les Allemands, au rapport entre les peuples, comment est-ce qu'ils essayent de résoudre leurs contradictions, que ce soit des contradictions géopolitiques, économiques. Donc, on a beaucoup vu la construction européenne comme une affaire inter-européenne. Ben là, j'essaye un peu de renverser la focale en disant c'est le produit du rapport entre l'Europe et le monde. Et évidemment, la dernière étape de ça, c'est l'étape dans laquelle nous vivons, où il y a quand même une injonction implicite du monde à l'égard de l'Union européenne qui lui dit ben, ne sois pas simplement une union économique, sois une entité géopolitique. Et j'observe que vous parliez de position des citoyens. Il y a eu un sondage intéressant publié par la Commission européenne hier qui est très intéressant, où on montre que aujourd'hui, la principale raison pour laquelle des citoyens qui trouvent que l'Union européenne a un intérêt, c'est la sécurité et la défense. Et là, c'est un renversement historique, parce que c'est peut-être le seul sujet sur lequel elle ne s'est pas développée jusqu'à présent. Exactement. Et ben aujourd'hui, c'est là où on l'attend le plus. Donc, c'est un processus de transformation assez fascinant et qui se fait dans la forge du monde. Donc, vous ne croyez pas au retour des nations européennes. Nations européennes, je voudrais dire quand même des Mm. petites nations européennes, parce Mm. que à l'échelle du monde, c'est devenu des petites nations. Comme Oui. dans les années 30, on avait des petites nations qui avaient été créées par le traité de Versailles, Mm. et qui s'étaient retrouvés coincés entre les empires agressifs, alors que ce Mm. soit la Russie soviétique et puis l'Allemagne nazie quand même. Ouais. Et on a vu ce que ça a donné comme catastrophe. Mm. Alors Mm. vous Mm. avez l'air assez optimiste sur l'Europe, ça fait plaisir à entendre, mais je vous rappelle quand même, Pierre, que l'Union européenne n'a aucune compétence militaire quasiment. Alors, c'est Euh, pas tout à fait vrai, c'est pas tout à vrai. C'est pas tellement qu'il n'y a pas de compétences militaires, ça, c'est que d'abord, elle a des compétences pour faire des opérations militaires, ça c'est une première chose. Il y a des compétences industrielles et budgétaires qui permettent d'investir dans la défense, mais il y a tout un tas de choses qui ont été laissées à l'OTAN. Bon. c'est ça. Mais maintenant,
Et d'une certaine manière, je pense que c'est important de passer par l'OTAN dans le débat, parce que quand vous dites il y a les petites nations ou il y a des nationalismes, dans le domaine de la défense, le débat, c'est pas tellement national ou européen. De toute façon, aucun pays européen n'envisage sa défense à un niveau national. Tout le monde l'envisage dans le cadre de l'OTAN. Donc la question, c'est plutôt européen ou atlantique, ou comment on revisite le mix entre les deux. Mais de toute façon, il y a personne, même les puissances nucléaires comme la France, personne n'envisage sa défense ou sa capacité à défendre son territoire dans une perspective indépendante. Donc, de toute façon, on est déjà dans une défense transnationale depuis belle lurette. Après, la question, c'est comment la redéfinir si les États-Unis redéfinissent leur rôle. Euh, Ce que je voulais dire sur les résistances, parce que je ne veux pas nier les résistances. Après, c'était pas, pour être honnête, exactement le sujet du livre, puisque je m'attachais Oui. plus au rapport entre l'Europe et le monde, donc Mhm. moins au débat interne à l'Europe. Mais c'est un sujet, vous avez tout à fait raison, important. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui dans les résistances, c'est que ces résistances, d'une certaine manière, s'adaptent aussi. Euh, je pense que le Brexit a joué aussi un rôle là-dedans, c'est-à-dire que le discours eurosceptique d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins l'Union européenne, ça ne nous intéresse pas ou on veut en sortir, mais beaucoup plus, on va se mettre à plusieurs pour proposer une alternative, une réforme de l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait clair quand vous regardez ces nouvelles figures de la droite radicale européenne, Meloni, Orban, et dans une certaine mesure, un petit peu, même si c'est moins clair, l'évolution du Rassemblement national en France. C'est l'idée qu'il y a peut-être moins à gagner à se présenter comme un anti-européen radical qui rejette tout parce que les citoyens européens, a fortiori à un moment où on parle de questions de sécurité et de défense, se disent ça serait un peu fou de quitter cette entité qui nous protège. En revanche, il faut redévelopper une sorte d'alternative européenne, d'identité alternative. Et ça va même jusqu'à l'identité, parce qu'il y a une notion que j'explore un petit peu à la fin, qui est la notion de civilisation européenne. Et même cette notion, les premiers à s'en emparer, bah, c'était en fait, d'une certaine manière, des anti-européens, c'est-à-dire Orban, Meloni, qui ont passé leur temps à parler de civilisation européenne. Le président Macron en a parlé aussi dans une autre perspective, mais d'une certaine manière, leur stratégie, ça a été de dire, il ne faut pas rejeter l'Union européenne, il faut dire qu'on veut, par des alliances transnationales entre partis conservateurs, entre partis de droite populiste européen, définir une nouvelle Europe. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Orban en décembre 2023 qui est tout à fait emblématique, à mon avis, de ce programme. Au moment où se pose la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et qu'il traîne des pieds, un journaliste lui demande, mais est-ce que vous voulez quitter l'Union européenne? Et il dit non, pas du tout. Je ne veux pas quitter Bruxelles, je veux prendre le contrôle à Bruxelles. Et je pense que C'est ça. c'est ça le nouvel enjeu. Oui, tout à fait. Bon, écoutez Pierre, on va passer. Je vais demander à tout le monde de remettre les micros en route et puis éventuellement passer à des questions de la salle. Avec plaisir. Alors, il y a déjà une question de Jérôme. N'y a-t-il pas une tension entre la réalité d'une défense transnationale et la montée des discours des électeurs populistes d'extrême droite, même si les partis évoluent en effet? Bon, voilà, je crois que vous avez en partie répondu. Oui, alors je pense, je comprends, et en même temps, vous voyez, il faut aussi voir que c'est un peu artificiel ce débat dans la mesure où de toute façon, on est déjà dans des défenses transnationales. Et c'est d'ailleurs intéressant, si vous prenez le cas de Marine Le Pen en France, la première évolution de sa position, ça n'a pas été tellement vis-à-vis de l'Europe, ça a été vis-à-vis de l'OTAN. Et c'est d'ailleurs amusant parce qu'on pourrait même penser, en écoutant les dernières déclarations de Marine Le Pen, qu'aujourd'hui, elle essaye de défendre l'OTAN contre l'Union européenne. Parce qu'au moment où il y a eu la fameuse altercation du bureau ovale entre le président Zelensky et le président Trump, et que tout un tas de gens, pour le coup, euh, des Européens un peu mainstream ont commencé à dire il faut penser peut-être l'après-OTAN. Marine Le Pen a été la première à s'offusquer en disant mais non, mais vous êtes fous. Le président des États-Unis, Trump, est quelqu'un de tout à fait pragmatique, tout à fait raisonnable. Il veut la paix, il est dans l'OTAN avec nous. Faut pas commencer à rejeter ce modèle qui marche très bien. Donc, je pense, et d'ailleurs,
Madame Meloni est aussi la plus atlantiste de tous aujourd'hui, en essayant d'être la dernière à croire que le président Trump ne veut que du bien aux Européens. Donc, d'une certaine manière, même l'extrême droite a accepté l'idée d'une défense transnationale. Donc, aujourd'hui, le débat, c'est pas national ou transnational, c'est comment, dans un monde où de toute façon personne n'est capable de se défendre tout seul en Europe, et où on sait bien que la seule chose qui peut nous éviter d'être happés l'un après l'autre par les empires, que ce soit l'empire russe d'un côté, dans une certaine mesure aussi peut-être les Danois en savent quelque chose, euh, l'impérialisme américain et peut-être même dans une autre dimension, à un autre niveau, des ambitions chinoises, c'est d'être unis, c'est de former un bloc et qui ne se laisse pas dévorer l'un après l'autre. Mais la question, c'est comment dans quel format? Est-ce que c'est dans un format OTAN? Est-ce que c'est dans un format OTAN-Union européenne? Voilà, c'est plus là que le débat se situe. Donc, j'aurais tendance à penser que les termes du débat évoluent quand même. Oui, ce que précise Jérôme, l'interlocuteur, notre interlocuteur, c'est qu'il dit, je parlais justement de leur électorat, pas des Hmm. partis qui évoluent dans leur discours. Là, la question de leur électorat, Ouais, mais je pense que l'électorat, enfin, je pense que les partis évoluent dans le discours aussi en réponse à l'électorat. Parce que, soyons honnêtes, si Madame Le Pen évolue dans ses positions, c'est pas parce qu'elle a eu une révélation intellectuelle ou que c'est parce qu'elle se dit ça, ça c'est gagnant, ça c'est perdant, ça me fait gagner des voix, ça m'en fait perdre. On sait très bien qu'il y a eu des expériences dans le passé où elle s'est rendue compte que prôner la sortie de l'euro, ça faisait peur. Bon, ben là, je pense qu'elle a eu un peu le même raisonnement vis-à-vis de l'OTAN. Elle s'est dit, en cas de guerre, commencer à dire qu'on veut sortir des alliances, ça risque d'inquiéter des Français qui voient bien qu'on a besoin d'alliés. Bon. Donc, je pense que les deux sont liés parce que les dirigeants sont quand même des chasseurs de voix. on va quand même dans le même état d'esprit, puisqu'on parle d'électorat, on va quand même, on est obligé de constater quand même qu'il y a un pacifisme Mhm. absolument, j'allais dire naturel, absolument Mhm. qui est lié à ce qu'on appelle aux dividendes de la paix, comme on disait, Mhm. hein, comme on dit encore beaucoup. Ce pacifisme naturel peut conduire, par exemple, à penser un peu comme les Allemands de l'Ouest dans les années 70 qui disaient plutôt rouge que mort, c'est-à-dire bon, mieux vaut s'entendre avec l'ogre soviétique, même si il a des appétits, Mhm. s'entendre avec lui et rester en paix et continuer notre mode de vie, parce qu'il faut Mhm. pas quand même oublier que l'Europe, c'est aussi un mode de vie, c'est pas Mhm. seulement des normes, ça a été une réussite extraordinaire dans l'histoire de populations nombreuses, des classes moyennes, extrêmement élargies par rapport à tout ce que ça a été dans l'histoire, et qui devenaient, en quelque sorte, qui accédaient à un bonheur matériel important. Mhm. Je pense quand même à des gens, ma mère, par exemple, une vieille dame de plus de 90 ans, qui me dit, je suis né pendant la guerre, avant la guerre, j'ai connu la guerre petite et maintenant je suis vieille et je connais la guerre en tant que vieille, quoi. Alors cette parenthèse, hein, on a l'impression qu'on n'y a plus droit, d'une certaine façon, qu'elle se renferme. Et ça, Mhm. je pense que ça joue dans l'électorat, je pense. Mhm. Alors peut-être dans la jeunesse également. Ah, je vais vous dire, là, c'est moins un raisonnement historique ou plus un raisonnement en termes de relations internationales. C'est que je comprends tout à fait l'objectif de la paix, mais je pense que on se trompe si on pense que euh, pour avoir la paix, il faut être désarmé et désarmé moralement et matériellement. Et c'est tout à fait l'inverse. Et je pense que en fait, plus on se montre solidaire, armé et soudé entre Européens, plus on dissuade. Et du coup, plus Le fameux port épique de oui, Bervédrine. mais on On parlait de dissuade, Bervédrine. ouais, Mhm. on dissuade et on montre que... Parce que il faut pas penser que les conquérants ou impérialistes sont des gens qui sont très heureux de lancer la Troisième Guerre mondiale en se disant, je vais me lancer dans une guerre très longue, très difficile, très coûteuse et un bain de sang. Souvent, ils se lancent dans la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ça va être facile. C'est pour ça que la dissuasion peut marcher. Parce que, et d'ailleurs, on en a eu la confirmation avec Vladimir Poutine en 2022, il avait sous-estimé l'Ukraine et il pensait réellement, ça tout le montre, et je pense que les historiens futurs auront des éléments supplémentaires pour étayer cette thèse, mais il pensait réellement, il y a des éléments qui montrent que préparait déjà l'administration ukrainienne
nouvelle formule, un changement de gouvernement très très vite, eh bien, il pensait que ça allait marcher en quelques semaines. Et c'est pour ça qu'il s'est lancé là-dedans. Et j'en appelle au point de vue des historiens. Hitler, en septembre 1939, exactement de la même façon, ne croit pas à une réaction franco-britannique. Donc, c'est pour ça que je pense que la dissuasion peut marcher. Parce que même les plus agressifs sont généralement agressifs parce qu'ils pensent qu'on ne va pas répondre. Donc, si on dit on est pacifiste, en fait, on les encourage à être plus ambitieux et plus agressifs. Et finalement, on provoque la guerre. Parce qu'au bout d'un moment, on a beau être pacifiste, on ne va pas non plus passer notre vie à reculer. Et au bout d'un moment, on se défend. C'est ce qu'ont fait les Franco, les Français et les Britanniques. Ils ont reculé une fois, deux fois, trois fois, et à la fin, ils ont dit ça suffit. Et c'est comme ça qu'on provoque des guerres mondiales. C'est-à-dire en éduquant notre adversaire à considérer qu'on reculera toujours, et après, en prenant le contre-pied et en disant là, on ne peut plus reculer. Et donc, on a un adversaire qui pense qu'on ne va pas reculer. En fait, nous, on va se battre. L'adversaire pense qu'on va reculer. Et c'est comme ça qu'on a une guerre qui aurait pu être évitée en envoyant dès le départ un signal de fermeté, de solidité et d'unité. C'est ça, je pense, important, et c'est ça qui se joue, par exemple, dans le débat sur les garanties de sécurité en Ukraine. Oui, puis c'est vrai qu'il y a l'histoire, Jérôme dit, les nationalistes de 14 qui pensaient une guerre de quelques jours ou de quelques mois, disons, hein, les lettres des paysans qui disaient je reviens pour les vendanges, tu fais les vendanges, qui disaient à leur femme tu fais les vendanges, je reviens pour, enfin tu fais la moisson, je reviens pour les vendanges, hein, septembre Voilà, 14. absolument. Hein, Absolument. Et voilà, donc, en voilà, gros, tout à fait. la Mhm. dissuasion, c'est Ouais. de faire bien comprendre à l'adversaire qu'il ne reviendra pas pour les vendanges. Faut pas, C'est ça. il faut pas tenter il faut pas tenter l'aventure parce que ce sera une guerre terrible. Et ça, je pense que c'est tout à fait possible de le faire et que les Européens ont les moyens matériels et moraux pour diffuser cette idée chez l'adversaire potentiel et donc d'éviter la guerre. Il ne s'agit pas de souhaiter la guerre, il s'agit de l'éviter. Je rappelle que vous avez la possibilité de lever la main, hein, si jamais votre micro est resté coupé. Je vous ai autorisé à reprendre vos micros, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Christine qui demande si l'OTAN est-elle vouée à disparaître. Alors, c'est une question compliquée parce que même si les États-Unis changent leur position, bon, d'une part, on dit qu'ils ne sont pas non plus quittés l'OTAN, ce qui veut pas forcément, ce qui est pas forcément, ce qui veut pas dire forcément que les choses sont simples, parce que d'une certaine mesure, et ça c'est un peu une parenthèse, les choses peuvent être compliquées précisément parce qu'ils sont dans l'OTAN. C'est-à-dire que moi, ce que je crains parfois, c'est de me dire, si un pays européen est envahi, les Américains diront pas forcément nous ne sommes pas solidaires, nous ne faisons rien pour vous, mais ils risquent de dire un peu ce qu'ils ont dit à Zelensky dans le bureau ovale. Oui, on est vos alliés, mais précisément parce qu'on n'a pas envie de nous lancer dans une guerre pour vous, on va vous tordre le bras et vous obliger à accepter l'ultimatum ou accepter les conditions que vous impose la Russie. Donc, ça peut être plus compliqué que simplement un abandon. Mais fermons cette parenthèse. Les Américains ne sont pas partis. Et il y a aussi un aspect un peu organisationnel, c'est que c'est quand même la principale organisation qui coordonne les troupes européennes en Europe. Et que les institutions, comme vous le savez, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est très coûteux à négocier, à mettre en place. Quand on a quelque chose, on a du mal à... on ne le balaye pas d'un revers de la main pour remettre en place une autre institution. Donc, on ne va pas supprimer l'OTAN du jour au lendemain. On va sans doute essayer de l'adapter, de penser le fameux pilier européen au sein de l'OTAN, c'est-à-dire une capacité des Européens d'assurer une première ligne de défense sans les Américains au sein de l'OTAN. Mais c'est difficile de faire des sauts institutionnels parce que voilà, on ne peut pas se passer de ce qu'on a déjà de ce qui serait difficile à mettre en place en alternative. Donc on est en train de voir une défense qui s'organise chez les pays limitrophes de la Russie. Je pense aux pays qui sont devenus membres de l'OTAN, comme les pays baltes, bien sûr, la Pologne après 93. Donc ces pays finalement se retrouvent dans une situation où ils sont un peu tout seuls et où ils pensent que eux, il est très clair qu'il y a une menace russe à leur sol, qu'il peut y avoir des tentatives de contrôle de territoire, notamment avec des régions russophones. Je pense à l'Estonie ou au corridor, hein,
reliant Kaliningrad. On est là dans des régions russophones, on est à 40%, hein, en Estonie, on est à 30%, 40% Lettonie, 30% d'Estonie. On est donc, on pourrait très bien imaginer des petits hommes verts qui débarquent et qui s'emparent de territoires qui sont souvent des frontières très proches des États baltes. La Pologne qui se réarme, etc. Il y a vraiment quand même des signes Mm. qui nous montre que on a une menace russe. Est-ce que vous pensez vraiment, Pierre, que la Russie de Poutine se contentera des régions gagnées sur l'Ukraine? Ben, je vais vous dire, je pense que rien n'est dit parce que ça dépend de nous. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur Hitler éduqué par les Franco et les Français et les Britanniques. On n'est pas, le comportement de Poutine n'est pas écrit une fois pour toutes, de même que le comportement de Hitler dans les années 30 n'était pas écrit une fois pour toutes. Si on se montre ferme, uni et armé, on peut on peut l'obliger d'une certaine manière à se contenter de ce qu'il a, en le faisant conclure que aller plus loin serait une folie et une aventure qui n'apporterait rien. En revanche, c'est sûr que si on rentre dans une logique de reculade, alors là, étant quand même dans un moment historique où les Russes ont tendance à se dire le principal obstacle qu'il y avait à notre expansionnisme à l'Ouest, c'était les États-Unis. Et les États-Unis, non seulement ont l'air de plus être là, mais même quasiment de nous soutenir, nous, ah ben, c'est sûr que déjà, il y a une tentation très grande. Donc c'est cette tentation qu'il faut contrebalancer. Moi, je pense que ça dépend de nous. Ils peuvent se contenter de ce qu'ils ont si on construit un rempart solide pour protéger le reste. Mais si on recule, si on donne l'impression que, en fait, on a hâte de se replier à la position suivante, ils tenteront leur chance. Donc, voilà, c'est pas, rien n'est écrit. Euh, j'ai, j'ai- bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, hein. Rien. Moi, je pense à quelque chose qui m'a toujours fasciné dans l'histoire de l'Europe, c'est la relation ambiguë des institutions européennes avec un ancêtre lointain, mais quand même auquel on ne pense pas souvent, qui était le Saint-Empire romain germanique. Ce Saint-Empire, il a quand même duré un sacré bout de temps. Il s'en est bien sorti avec, à la suite, bien sûr, des traités westphaliens. Bon, mais est-ce qu'on est condamné quand même à l'impuissance du Saint-Empire romain germanique qui termine, comme chacun sait, avec l'aventure napoléonienne? Je pense pas qu'on soit condamné à l'impuissance. Euh, vous prenez cet exemple. Moi, je pensais aussi à un autre exemple parce que qui se termine à peu près dans la même époque. C'est la République des deux nations, la Pologne de l'époque, Bien sûr. qui est aussi un cas qu'on compare parfois un peu avec l'Union européenne, puisque c'est un État qui se pense déjà à l'époque comme multinational, hein, Lituanie et Pologne. Et en fait, ça recoupe aussi des régions de l'Ukraine et de la Biélorussie actuelle. Et un, un, un écho qu'il y a avec la situation actuelle, c'est que qu'est-ce qui a tué la République des deux nations? Ben, c'est la règle de l'unanimité. Ça, il y a eu beaucoup de débats sur la constitution de la Pologne, d'ailleurs. Il y a des textes fameux de Jean-Jacques Rousseau sur la question, puisque des Polonais ont fait appel à Jean-Jacques Rousseau pour rédiger une constitution pour eux. Et beaucoup de gens ont conclu qu'en fait, dans cette République des deux nations, grosso modo, les membres de la Diète pouvaient tous mettre fin à un processus de décision. Chaque individu élu à la Diète pouvait mettre fin au processus de décision s'il le voulait. Et en fait, c'était la meilleure carte à jouer pour l'ambassadeur de Russie, puisqu'il suffisait pour l'ambassadeur de Russie de Catherine II d'acheter un membre individuel de la Diète polonaise pour paralyser la Pologne. Et ça n'est qu'à la toute fin, au moment où les Polonais ont mis en place leur première constitution, qui a pas vécu longtemps, mais qui est quand même la première constitution européenne en 1791, donc un peu avant la Constitution française, eh bien, la première chose, le premier principe qu'ils ont énoncé, c'est qu'il faut mettre fin à l'unanimité parce que c'est un principe destructeur. Voilà. Et ça, je trouve que ça nous parle aujourd'hui, cette idée, parce que
On a un pays, et donc, et qu'est-ce qui s'est passé, pour le dire simplement? La Pologne a été partagée entre les grands empires voisins, bien sûr, c'est-à-dire la Russie, mais aussi la Prusse et l'Autriche. Et ça, je Et pense nos que amis polonais y pensent. Nos amis voilà. polonais y pensent Et toujours. ça, c'est sûr que c'est Ouais. un traumatisme important, la disparition de la Pologne. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire quand on est face à des empires conquérants, il faut aussi se donner les moyens, y compris institutionnels, pour être capable de prendre des décisions. Et que si on passe son temps à être obsédé par l'idée d'un rejet de la centralisation, on peut le comprendre. D'une certaine manière, c'est aussi une certaine idée de la liberté et de la souveraineté locale, mais on peut le payer très cher aussi. C'est le cas de la Pologne. Est-ce que l'unanimisme que vous dénoncez n'est-il pas contournable par le Conseil européen? C'est-à-dire, on pense beaucoup, quand on parle de l'Union européenne, on pense beaucoup à Bruxelles, on pense beaucoup en fait à la Commission européenne qui, vous l'avez rappelé, vous m'avez rectifié, n'a pas a quelques pouvoirs quelques pouvoirs en matière de défense, hein, mais on sait que ce sont souvent des entités qui sont les unes à côté des autres et qui n'ont pas de lien. Mais moi, euh, j'aimerais bien que vous nous éclairiez là-dessus, parce que quand même, le Conseil européen pourrait peut-être prendre des décisions plus facilement. C'est-à-dire les chefs d'État, hein, je rappelle, le Conseil européen, c'est les États qui, en fait, ont la main la plupart du temps. Ça serait peut-être plus facile de contourner les règles d'unanimité, par exemple. Oui, alors il y a un peu des choses comme ça en ce moment, avec une sorte d'abstention constructive hongroise qui ne dit pas son nom, qu'on observe de temps en temps, c'est-à-dire que la Hongrie ne signe pas les conclusions du Conseil européen, mais accepte qu'on les publie quand même. Euh, Exactement. mais ça a des limites, parce que ça vaut pour une déclaration, bon, mais ça vaut pas pour des choses concrètes, parce que quand il s'agit de voter des règlements qui ont une valeur juridique importante, plus que des déclarations du Conseil, c'est-à-dire des sanctions vis-à-vis de la Russie ou des transferts financiers pour acheter des armes pour l'Ukraine, et ben ça, la Hongrie bloque beaucoup de choses. Donc, D'accord. c'est compliqué et Dieu sait qu'on a essayé de trouver des mécanismes euh, pour les aider à contourner. Pour vous donner un exemple très simple, les livraisons d'armes à l'Ukraine dans le cadre de ce qu'on appelle la Facilité européenne pour la paix, les mécanismes qu'on proposait, c'est que l'Ukraine n'ait rien à payer. Vous avez simplement à accepter le principe que les autres le fassent. Mais même ça, ils le bloquaient. Donc, c'est pas évident. Et on peut effectivement, il y a effectivement plein de moyens dans la construction européenne pour avancer en petits groupes. Mais Mhm. parfois, même ça, au bout il faut quand même qu'il y ait un minimum d'accord de celui qui est laissé sur le bord de la route pour que les autres y aillent. Puisque le principe, c'est que quand même, au départ, on est une union et donc on ne peut rien changer sans l'accord de tout le monde. Ça peut fonctionner, mais il faut un minimum d'accord pour que ceux qui ont un opt-out bah, acceptent d'avoir un opt-out et ne bloquent pas les autres. Donc, je Je- pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même Mhm. avoir des décisions qui peuvent être prises sans être sur la pression permanente de ceux qui veulent bloquer parce qu'ils ont en fait un problème de loyauté et qui sont du côté des adversaires. Alors, j'aimerais terminer ce dialogue, cet entretien vraiment génial, vraiment chouette. J'aimerais terminer par une question qui me travaille en tant que géopoliticien. Euh, on sait en géopolitique que quand on veut, je parle de l'école réaliste de géopolitique, que les représentations sont fondamentales dans les comportements et dans les décisions qui sont prises. Si on sait que la Russie, je me rappelle qu'un étudiant m'avait dit, la Russie est un pays encerclé, 11 fuseaux horaires, ils se fichent de nous, les Russes, avec des petits pays autour. Bon, à la limite, les Chinois, mais le reste. Et en fait, j'ai dû expliquer que depuis Catherine II, il y a un tropisme puissant chez les élites russes, c'est pas seulement le tsar ou le chef, d'aller vers les mers chaudes, et ça a conduit à des guerres, ça a conduit à l'occupation du Caucase, la mer Noire, y compris l'Afghanistan, et aujourd'hui l'Ukraine. Donc ces représentations sont extrêmement puissantes, elles sont même à la base du rapport existentiel qu'on entretient, que les Russes entretiennent avec leur histoire. Qu'est-ce qu'on a, nous, Européens, comme représentation, selon vous? Hmm. Écoutez, je pense, bon, la réponse que j'ai essayé d'apporter dans le livre,
c'est une réponse un peu historique, d'une certaine manière, c'est de dire on ne peut pas non plus résumer l'Europe à une essence. Voilà. Donc, il n'y a pas une essence transhistorique de ce qu'est l'Europe. L'Europe a été, d'abord, l'Europe n'a pas toujours été, comme je vous disais, au Moyen Âge, ça n'avait pas beaucoup de sens pour les Européens, ceux qu'on appellerait nous les Européens, de se dire Européens. L'Europe n'a pas toujours été, et elle n'a pas toujours été la même chose. Donc, d'ailleurs, je termine le livre un peu sur ce problème. Qu'est-ce que ça veut dire l'Europe si ça a été des choses aussi contradictoires que la promotion de l'impérialisme ou la promotion de la paix, la division et la compétition interne ou la construction d'une intégration? Ça a été des choses très différentes. Donc, je, moi, je serais pas. C'est pas moi qui vais vous proposer une espèce d'éternelle Europe en vous disant, voilà, c'est ça notre référence. Je pense tout simplement qu'on construit à chacune de ces grandes étapes euh, une nouvelle signification de l'Europe, qui évidemment n'est pas étrangère aux autres. Et c'est ça un peu l'histoire, c'est qu'on construit toujours à partir de quelque chose, mais pas forcément dans la même direction. Pas forcément dans les mêmes valeurs, pas forcément avec les mêmes ambitions, pas forcément avec les mêmes objectifs. Mais il ne faut pas avoir peur d'admettre que justement, bah, l'Europe l'Europe qui a un défi géopolitique d'aujourd'hui ne sera pas forcément la même Europe que celle qui pouvait considérer que la guerre était un impensé et qu'il fallait tout déléguer à l'extérieur. Et c'est pas non plus la même que celle qui pensait qu'elle était l'empire du monde. Voilà. C'est une identité aussi à redéfinir de temps en temps. Et je pense que c'est ça aussi l'histoire, c'est que ces représentations évoluent. Merci. Comme comme vient de décrire Jérôme, comme les nations, l'Europe est son histoire. Exactement. Voilà. Merci Jérôme. Merci à vous tous d'avoir été présents. Je rappelle qu'on va dans quelques jours, on mettra sur notre chaîne YouTube l'intégralité de cet entretien. Et je remercie Pierre Arroche et je vous Merci à vous. invite à vous procurer cet excellent livre qui se lit vraiment comme un roman. C'est passionnant et qui enrichira certainement pour beaucoup d'entre nous nos cours d'histoire. Merci à Bon, vous tous. merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir. Merci bien. Merci. Merci beaucoup pour votre soutien. On va se retrouver le 14 avril dans un autre contexte et avec d'autres questions qu'on verra ensemble. Merci Super. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'était formidable. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.